Le parc naturel régional de la Brenne est une zone humide très importante au niveau international, surtout pour sa biodiversité, parce qu'il permet d'associer la présence de l'homme et le milieu naturel. Cette biodiversité est liée à l'activité humaine. Donc Indrenature réalise le suivi des oiseaux d'eau hivernant en Brenne depuis près de 30 ans. 3/4 des observateurs sont bénévoles. Les comptages, il y en a 6 par hiver d'octobre à mars. Ça permet de connaître les tendances de population d'oiseaux d'eau hivernants et migrateurs. Donc cette année, 2021, le CTZH a permis le recrutement d'un stagiaire en Master 2 qui va analyser les résultats des comptages. Ça a permis de pérenniser le comptage initié depuis 30 ans par Indrenature. On suit 3 espèces essentiellement, qui sont la guifette moustache, le grèbe à cou noir et la mouette rileuse, en comptant tous les ans le nombre de nids. Le CTZH nous permet de financer ce type de suivi. C'est important de savoir quels sont les sites qui sont encore propices à la nidification de ces espèces, qui sont de plus en plus rares sur le territoire national. La situation des sites favorables, elle est, on peut dire, assez catastrophique parce qu'il reste moins d'une vingtaine de sites avec une végétation propice comme celle que l'on voit. La plupart des massifs de végétation ont été détruits. Il est plus qu'urgent de se concentrer sur la préservation de ces derniers sites existants. Là, ce qui manque beaucoup, c'est des créations de partenariats entre les propriétaires privés, les pisciculteurs qui gèrent la gestion piscicole des sites et le parc qui peut fédérer tout le monde grâce au CTZH. Depuis plusieurs années, nous souhaitions remettre en état la roselière qui avait été complètement délaissée pendant une quarantaine d'années. Et donc, lorsque le CTZH nous a été proposé, nous avons donc inscrit immédiatement ce programme. Le résultat, c'est que dès le premier printemps, on s'est retrouvé avec une végétation totalement renouvelée, allant même au-delà de ce que l'on pouvait espérer. Il y a eu une nidification de beaucoup de variétés d'oiseaux, et notamment l'oiseau emblématique de la Brenne, la guifette moustache, dans la mesure où il y a cette route départementale. Cette restauration de queue d'étang servira d'école, de vitrine pour les autres propriétaires en disant, ben voilà, si on nettoie nos queues d'étang, à partir de là, on aura à nouveau un territoire favorable à la nidification des oiseaux. L'intérêt d'un second CTZH, c'est de passer à l'offensive et à la pratique sur le terrain. La queue de belle-bouche est un résultat extrêmement positif. C'est hyper important d'aller beaucoup plus loin sur la préservation du milieu. Il ne faut pas oublier que tous ces étangs ont été créés par l'homme. S'il n'y a plus l'homme pour entretenir, eh bien ça va très vite. Les queues d'étangs sont délaissées et prises par la Soleil. Et donc à terme, disparition de l'étang. La richesse écologique observée en Brenne, que ce soit au niveau de la flore ou de la faune, est directement impactée par les espèces exotiques envahissantes, comme l'écrevisse rouge de Louisiane par exemple, le ragondin également. Et aussi au niveau de la flore, on a une espèce qui pose de très gros soucis, c'est la jussie, qui est présente sur plus d'une centaine d'étangs en Brenne et va vraiment impacter de façon très importante ces étangs, et notamment la flore locale, avec des espèces protégées bien sûr. On a l'exemple de la marsilée à 4 feuilles, qui est très peu présente, même pas une dizaine d'étangs en Brenne abritent la marsilée à 4 feuilles, qui est directement impactée par le développement de la jussie. Là, cette année, on intervient sur cet étang suite à un chantier d'arrachage mécanique qui a été réalisé l'année dernière sur ce site pour les massifs en eau. Et donc nous, cette année, on intervient sur les bordures pour pouvoir arracher la jussie. Si la gestion s'arrête, la jussie va reprendre le dessus, donc la marsilée à 4 feuilles va disparaître à terme, ça c'est certain. On a une spécificité de territoire qui est extrêmement originale, c'est que nous avons des étangs qui sont en chaîne. Donc ça signifie que les étangs de l'amont vont se vider sur les étangs de l'aval et ainsi de suite, jusqu'à arriver au niveau de l'émissaire qui est généralement un cours d'eau.
Le contrat en tant que tel nous a donné l'opportunité de travailler sur ce sujet. Mais l'objectif de cette étude, c'est déjà de définir une méthodologie qui soit une méthodologie précise et adaptée à notre contexte local. Parce qu'il existe des méthodologies de mesure de la qualité d'eau dans les cours d'eau, mais rarement elles ont été mises en œuvre dans un contexte d'étang ou de chaîne d'étangs. Donc au niveau des vidanges, au niveau des paramètres physico-chimiques, mais également morphologiques ou biologiques. On regarde l'impact environnemental sans oublier le lien entre cette histoire de vidange d'étangs, de chaîne d'étangs et puis finalement l'usage associé qui est quand même encore aujourd'hui un usage relativement piscicole sur cette zone. Cette étude, cette action du CTZH, elle est assez importante parce qu'elle permet d'augmenter la connaissance. Et la connaissance des zones humides, c'est quelque chose de fondamental pour pouvoir assurer leur gestion au mieux et surtout leur survie dans le temps. Le CTZH nous a permis de faire cette première action, c'est extrêmement intéressant. Par contre, nous sommes très conscients qu'elle n'apportera pas forcément toutes les réponses. Et ce que nous aimerions bien pouvoir faire, c'est poursuivre ce type d'études dans l'avenir, dans le cadre d'un nouveau contrat, pourquoi pas, pour pouvoir affiner la méthodologie qui va être développée et ensuite pouvoir continuer à acquérir des données. Le syndicat mixte d'aménagement Brenne-Creuse dans le Glainclès a fait une étude de définition de l'état général des chaînes d'étangs qui n'ont pas connu d'entretien depuis ces dernières décennies. Cette étude a démontré en fait que les axes principaux des vidanges d'étangs sont plutôt en bon état, que les quelques problématiques se relèvent totalement à l'amont des chaînes d'étangs ou des petites liaisons interétangs. Dans le précédent CTZH, l'intérêt principal pour moi, ça a été de regrouper beaucoup de partenaires autour d'une table, autour d'un projet sur lequel tout le monde s'est associé, avec plus ou moins de réussite, plus ou moins de possibilités de rentrer les différents projets qui ont été proposés dans des cases financières avec les partenaires, mais ça a été un avantage de regrouper une dizaine de partenaires sur des actions pour mettre en valeur le territoire. Ça a été une bonne coordination par le parc pour un projet qui a bien abouti, même s'il a été revu à plusieurs reprises. On avait proposé notamment une action de lutte sur les ragondins en tant qu'espèce invasive, donc action qui n'avait pas été retenue dans le précédent programme. On a beaucoup de sollicitations dans ce domaine-là, donc c'est vrai que peut-être qu'on la reproposera dans le nouveau CTZH. Une action qui tient à cœur le syndicat depuis de nombreuses années, c'est la restauration des sources et des fontaines qu'on souhaiterait mettre en place à l'échelle de notre territoire. Les sources et fontaines, depuis qu'on a de l'eau au robinet, elles ne sont plus entretenues et elles se comblent doucement, donc on en a certaines qu'on voit ne plus couler depuis quelques années. Avec les enfants, nous avons pu monter un dossier d'études sur les zones humides avec un cadre informatique, un cadre formel éducation et puis une classe transplantée dans le bassin d'Arcachon. Il y avait donc plusieurs actions. Il y avait cette action informatique côté journaliste, donc un apprentissage un peu particulier, des petits reportages, des interviews, d'aller sur le terrain pour comprendre aussi qu'il y a des zones humides à protéger sur notre territoire proche, mais aussi la problématique des zones humides sur un autre territoire, comme donc le bassin d'Arcachon. La classe transplantée a été pour eux un moment fort. Et puis en même temps, l'eau, source de vie, eh bien, la zone humide a été aussi une source de création artistique, ce qui a abouti à la création d'un livre aujourd'hui au parc. Un projet de cette envergure est tout à fait porteur pour la pédagogie des enfants, pour appréhender ce qu'est à enseigner et aussi comprendre le concret, aller sur le terrain. Chacune de vos pochettes, vous avez votre fiche de rôle, c'est-à-dire un peu votre activité, votre métier. Avec quelques petites questions en bas, il faudrait y répondre. Dans le cadre du contrat territorial des zones humides, on a choisi l'outil Natura 2000 pour faire découvrir aux collégiens l'enjeu territorial des zones humides. Ce projet Natura 2000 s'est mis en place avec des collégiens pour faire découvrir aux collégiens déjà ce que c'est que Natura 2000 et les contraintes qui y sont liées, et pour aussi faire découvrir la faune et la flore locale de ces collégiens. Ils habitent là, ils ne sont pas souvent au courant de ce qui s'y passe. Par exemple, avec le collège de Tournon, on a travaillé sur la cistude, qui n'est pas forcément connue de tous. L'exemple de la cistude en Brenne, c'est super parce que c'est aussi tout le contexte
du réseau Natura 2000, c'est maintenir des activités permettant de faire vivre à la fois les acteurs locaux et à la fois la faune et la flore. En revanche, il y a des menaces qui pèsent et c'est tout l'intérêt de faire en sorte que tout se passe bien. Depuis 2015, on a fait une quarantaine de rendez-vous chez les agriculteurs. Et on va chez l'exploitant pour voir s'il n'y a pas des améliorations sur son exploitation à mettre en place pour protéger la ressource en eau quand il fait sa préparation de bouillie ou quand il nettoie son pulvérisateur par exemple. Nos rendez-vous ils vont tourner autour de l'utilisation des produits phytosanitaires, un peu aussi hydrocarbures et engrais pour avoir un bon stockage de l'ensemble des intrants. Et puis aussi c'est protection de l'environnement et par exemple sur l'entretien des haies pour réduire l'utilisation des intrants au maximum et protection de la santé de l'agriculteur aussi. C'est financé à 100% par l'Agence de l'eau et par la Chambre d'agriculture. C'est tout bénef, c'est des informations en plus et puis des solutions à certains problèmes où ils n'avaient pas forcément pensé aussi auparavant. Dans le cadre du CTZH, il y a une action qui a été menée notamment pour faire un diagnostic de territoire, ce qui a permis de faire ressortir que le territoire pouvait permettre d'accueillir et d'héberger des activités apicoles, notamment comme activité secondaire sur les exploitations bio. Et donc ce qui est intéressant, c'est que grâce à ces activités apicoles qui seraient sur nos fermes, ça serait une manière d'avoir des revenus complémentaires et ça serait aussi quelque chose d'enrichissant par rapport aux autres activités qu'on peut faire sur nos fermes bio. Le CTZH il est important sur un territoire comme le nôtre puisque c'est bien une manière de reconnaître sur les questions et les enjeux de la qualité de l'eau, et pas uniquement sur cette notion que de qualité, il y a aussi des questions de quantité, d'utilisation, etc. Et que l'ensemble des acteurs puissent se retrouver autour de ces questions-là, en discuter, échanger et mener un certain nombre d'actions de développement me paraît essentiel et capital pour notre territoire. Je pense que dans le premier, CTZH, le gros manque, c'est les actions envers la pisciculture. Il y aurait un intérêt à ce que l'ensemble des acteurs du second CTZH puissent, vis-à-vis de l'Agence de l'eau, porter une dynamique commune pour intégrer cette pisciculture d'étang et qu'on voit en termes de cohérence et d'articulation entre les différentes pratiques qui peuvent exister en élevage, en céréales et en pisciculture, comment on peut trouver des articulations qui soient favorables et aux uns et aux autres. Historiquement, on s'est toujours beaucoup engagé, comme l'ensemble des parcs naturels régionaux, vis-à-vis des éleveurs et donc de la prairie permanente. C'est pas pour rien qu'il y avait des zones Natura 2000, c'est parce qu'il y avait des difficultés de sol et de climat, mais aussi des habitats et des prairies intéressantes à préserver. Donc le fait d'avoir de l'élevage extensif pour maintenir des zones ouvertes au sein de prairies permanentes, c'est vraiment ça qui est important. Nous avons appris que nos parcelles étaient dans la grande majorité des parcelles en déclarées prairies permanentes sensibles. Et donc, pour pouvoir bénéficier de certaines aides, nous ne pouvions pas labourer, cultiver ces parcelles, mais nous avions la possibilité d'avoir des subventions à travers les mesures agro-environnementales et climatiques. Pour ce faire, nous devions faire une formation, notamment avec un botaniste, François Pinet, pour faire un diagnostic de nos parcelles. Ça fait partie de la mesure, c'est eux qui doivent faire leur autodiagnostic de leurs parcelles pour accéder aux mesures agro-environnementales et climatiques. En étant tout le temps dans son territoire, on ne s'en rend pas forcément compte, mais la biodiversité qui est liée aux espaces ouverts autour des étangs est particulièrement importante sur un aspect global. Donc c'est une formation qui dure 2-3 heures, in situ, dans une prairie, où là, François Pinet nous montre les espèces qui sont répertoriées et qui doivent être dans le diagnostic. Et puis en fait, ça m'a ouvert les yeux sur la flore de Brennes. Et j'ai pris conscience qu'il y avait une diversité
d'espèces. Il y a des espèces que l'on voit, les pervenches, les marguerites, mais il y a plein de petites espèces florales qu'on ne soupçonne pas et qui sont précieuses pour la biodiversité, pour notre environnement et pour le règne aussi animal. Et ça m'a beaucoup intéressée. Et d'ailleurs, j'ai fait 3 formations. Une seule était nécessaire, mais j'ai fait 3 formations. Et aujourd'hui, je traverse les prairies avec un autre regard. Et je fais aussi attention où je mets les pieds. Je fais attention de ne pas écraser certaines fleurs. Le CTZH a permis, outre le financement des mesures agri-environnementales en elles-mêmes, de sortir des zones initiales Natura 2000, Grande Brenne, Creuse, Anglin, pour pouvoir à présent toucher l'ensemble du territoire du parc de la Brenne. Dans une deuxième phase, en sortant de ces zones Natura 2000, donc plutôt liées aux prairies, on a pu réaliser des mesures aussi agri-environnementales qui visent à préserver la qualité de l'eau et superficielle et des nappes en mettant des prairies temporairement, pendant 5 ans au moins, à la place de culture pour lutter contre des problèmes d'érosion et d'infiltration. Dans l'idéal, ça serait bien de pouvoir le continuer, aussi de pouvoir maintenir ces parcelles implantées en prairie, de les garder encore en prairie et de discuter avec les agriculteurs pour que, également, autour peut-être de ces parcelles-là, sans reconstituer un bocage originel, mais en tout cas, au moins pour accompagner ces problématiques-là avec une replantation de haies, ça serait intéressant. On est ici donc sur la ferme de Chantemerle, la commune de Mérigny. Et donc je suis éleveur de vaches laitières en agriculture biologique. Il y a 65 hectares sous exploitation. Voilà, donc toute la surface est dédiée à l'alimentation des vaches. J'ai commencé déjà une plantation de haies il y a une dizaine d'années, un peu plus d'une dizaine d'années. J'avais planté à peu près 80 à 100 mètres de haies en bord de route pour, par rapport à l'élevage déjà d'une, faire des haies brise-vent pour les animaux, faire du linéaire entre les massifs boisés par exemple pour servir de corridor pour les oiseaux, la nidification. C'est stupéfiant parce qu'au bout de 2 ans, quand les arbustes commencent à pousser, qu'il y a quelques gaillets qui montent dans les arbres, on commence déjà à avoir des nids d'oiseaux à moins d'1 mètre de haut, donc c'est vraiment encourageant. Et puis en 2017-2018, j'ai continué le projet avec 750 mètres de haies. Pour la plantation des haies, on a été subventionné à 80%, donc c'est quand même un bon coup de pouce de façon à pouvoir recréer du bocage, un maillage bocager dans nos régions. C'est quelque chose qu'on n'aurait pas pu faire sans, quoi, à notre niveau, quoi. On entend parler du réchauffement climatique. Moi, je l'ai ressenti notamment au niveau des pâtures. Donc on voit bien que où il y a des arbres, il y a toujours un petit peu plus de fraîcheur. Donc je pense qu'il faut absolument qu'on puisse continuer dans cet objectif. Pour ce qui est du CTZH, pour moi ça n'a pas été des contraintes, ça a surtout été des avantages, je vais dire. On est bien accompagné par le parc de la Brenne de ce côté-là, donc ça a été assez facile, on va dire, il n'y a pas de souci. Donc je pense que c'est quelque chose qu'il faut qu'il soit poursuivi par la suite. D'ailleurs mon projet par la suite c'est d'aller vers de l'agroforesterie mais en intraparcellaire. Alors en tant que nouveau président du Parc naturel régional de la Brenne, je souhaite continuer cette action. Il est très important pour nous que ce contrat territorial zone humide soit instauré car de 2017 jusqu'à 2021, il a permis pour la préservation de la biodiversité et de la ressource en eau de concrétiser 37 actions pour plus de 4 millions d'euros.